Bonjour à tous, donc bienvenue pour cette première table ronde sur comment initier une collaboration entre entreprises innovantes et collectivités. Donc, comme vous l'avez constaté, aujourd'hui, on va parler d'expérimentation territoriale. En fait, comme vous l'avez pu le constater pendant ces 2 dernières années au sein du programme Grand Testeur, et c'est surtout vraiment apparu dans le livre blanc, une des premières, on va dire, complexités réside dans la prise de contact et la définition d'un projet commun entre une entreprise innovante et une collectivité territoriale. Donc ça va être vraiment le sujet aujourd'hui de cette table ronde. Pour parler un peu de ce sujet, on a 4 experts autour de la table donc, qui ont tous piloté ou contribué à un projet d'expérimentation. Donc je vais vous les introduire. Donc on va commencer par ma gauche, Adrien Delaveau, directeur associé chez Teski Innovation. Bonjour. Monsieur Philippe Portelli, donc chef du service enseignement supérieur, recherche et innovation à l'Eurométropole de Strasbourg. Bonjour. Monsieur Loïc Voluère, fondateur de Logiplace. Et enfin, Pascal Rascalon, chef de projet déplacement et plan de mobilité à la région Grand Est. Merci. Alors, du coup, on finira bien sûr cette table ronde par une session de questions-réponses, donc n'hésitez pas. Donc on va commencer du coup par les 2 startups qui sont présents autour de cette table ronde aujourd'hui. Donc peut-être nous faire une présentation rapide de votre solution. Comme tu as le micro, Monsieur Voluère. Merci beaucoup. Je m'appelle Loïc, je suis gérant de la société Logiplace, une petite start-up de la Technopole de l'Aube à Troyes. Donc, je représente fièrement ici le département de l'Aube. Logiplace, c'est un projet que vous allez retenir parce qu'en fait, on est sur une thématique très, très, très particulière qui n'est pas du tout sexy. On est sur la gestion du cimetière. La gestion du cimetière, c'est quoi? C'est des collectivités qui galèrent en fait à retrouver des archives, qui galèrent aussi à savoir le bon emplacement pour enterrer votre grand-mère. Donc c'est pas du tout sexy, en effet, mais par contre le jour où il y a une erreur, je peux vous dire que vous vous en souvenez, et on est justement là pour aider les collectivités à éviter ce genre d'erreur-là. Et notre projet, c'est l'originalité de Logiplace, n'est pas de notre idée. En fait, c'est une collectivité qui a exprimé un besoin autour de la gestion du cimetière, et c'est comme ça qu'est née l'entreprise Logiplace. Merci, on en reparlera juste après. Et du coup, je laisse la parole à Adrien Delaveau. 1, 2, 1, 2, ça marche, c'est bon. Alors bonjour à toutes et à tous, Adrien Delaveau, je suis directeur et associé de la société Tesk Innovation. Alors Tesk, c'est l'acronyme de transfert d'énergie sans contact. Et notre métier tout simplement, c'est de concevoir et de fabriquer des chargeurs sans contact qui peuvent recharger tout type de batterie, donc supprimer toute la contrainte de câblage que tout le monde connaît. Nos solutions sont brevetées mondialement, elles sont autonomes et connectées, avec une partie IoT pour de la gestion de flotte, fabriquée en France. À notre connaissance, seule entreprise française, voire européenne, à offrir cette techno. Et elle s'intègre parfaitement dans les problématiques que tout le monde a au travers de l'industrie, du médical et notamment de la micromobilité. Merci. Du coup, maintenant, je me tourne vers les collectivités, vers la région Grand Est. On a constaté que des obligations légales peuvent également pousser des collectivités à se lancer dans des projets d'expérimentation. Vous pouvez m'en dire peut-être un peu plus et dans quel contexte s'inscrit ce projet ? Alors le projet que je vais essayer de vous présenter, il s'inscrit dans une logique et une stratégie à plusieurs axes, notamment le côté déplacement et le côté plan de mobilité. Dans la région Grand Est, c'est en gros accompagner le changement de comportement de 2300 personnes sur les 12 sites administratifs et c'est de gérer au mieux le verdissement d'une flotte de véhicules de plus de 400 véhicules, donc de type de tout mode. Et la logique, elle est à ces 2 niveaux-là, c'est comment accompagner et comment faire en sorte que l'on puisse verdir de manière très intelligente en s'appuyant sur des expérimentations diverses et variées. Merci. Du coup, je me tourne pour finir vers l'Eurométropole de Strasbourg, qui a une volonté politique forte pour mettre en place des expérimentations. Vous pouvez me dire un peu comment elle est mise en place au sein de l'Eurométropole de Strasbourg ?
Alors d'abord, l'expérimentation, on l'a dit dans les interventions premières, hein, c'est un chemin. C'est un chemin de connaissances partagées à créer, et c'est un chemin de mise en place et de capitalisation. Dans le livre blanc, on parle de long terme, hein, et je crois que c'est un sujet important. Peut-être pour introduire sur les questions, peut-être sur le rôle d'un service enseignement supérieur recherche innovation dans l'Eurométropole. C'est un service qui est placé au sein de la direction du développement économique et de l'attractivité. Et notre rôle, l'équipe a en charge la relation avec les écosystèmes de recherche et d'innovation du territoire et avec les acteurs intermédiaires que sont les agences d'innovation, les pôles de compétitivité. Donc le soutien aux acteurs, le soutien à des dispositifs permettant l'émergence de l'innovation sur le territoire en tant que initiateurs ou participants à ces dispositifs, et puis les questions de valorisation par les colloques scientifiques, par les événements au cours desquels on peut décrire le détail de ce qui se passe. Ok, très bien, parfait, merci. Du coup, en fait, pour cette table ronde, on souhaite un peu mettre la focale en fait sur les bonnes pratiques pour passer vraiment d'un premier échange à effectivement au lancement effectif d'une expérimentation. Donc je vais me tourner vers M. Voluer. Vous nous avez dit du coup que vous avez co-construit votre solution avec plusieurs communes. Vous pouvez dire comment le projet est-il né et surtout comment s'est passée cette co-construction? Alors en fait, on est en 2017. Moi, je suis gérant d'un cabinet de conseil juridique en urbanisme et j'interviens déjà pour les collectivités. Et c'est un des clients en fait du cabinet qui fait état d'un besoin. Très clairement, c'est j'ai un gros problème dans la gestion de mon cimetière. Lui, il fait un rapprochement très très simple. Loïc est urbaniste, il sait faire des plans. Et Loïc est juriste, donc il peut m'aider sur la réglementation. Or, moi, mon plan, c'est de faire des plans de lotissement, pas des plans de cimetière. Mais lui, en fait, il voit un peu plus loin. Et donc, il se focalise là-dessus en ayant une simple idée de moderniser son vieux plan de cimetière. Donc, lui se dit, au moins, j'aurai quelque chose de plus facile à utiliser que déjà mon plan qui date de 70 ans, qui est corné et qu'on n'arrête pas de photocopier. Et moi, je me dis, tiens, il a un besoin, mais son besoin, ça va être un one-shot. Dans 2 ans, son plan sera de nouveau périmé. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus durable en fait à créer. Et je me dis, je pourrais déjà créer au moins un plan interactif. Quelque chose de très simple. Et après, comme je travaille déjà avec des collectivités, je demande au secrétaire de mairie, mais concrètement, dans la gestion du cimetière, parce qu'à l'époque, j'y connais rien, dans la gestion du cimetière, c'est quoi le problème? Et en fait, il y a une phrase qui a fait vraiment tilt, c'est par peur de mal faire, on ne fait pas. C'est quand même un peu dommage quand vous avez la compétence de le faire, de ne pas le faire. Et puis derrière, ça crée des inconforts pour les familles dans un moment qui est déjà pénible. Et en plus de ça, vous avez quand même le risque d'un contentieux. Et comme en matière de cimetière, il y a des erreurs qui ne se réparent pas, on parle de contentieux à 6 chiffres. Donc pour une collectivité qui n'a déjà pas beaucoup de moyens, devoir payer de dommages à intérêt à 6 chiffres, je ne vous fais pas de dessin. Et c'est là que je me dis, étant juriste, il faudrait que je trouve une solution pour coder informatiquement la législation funéraire de façon à ce que l'usager, en l'occurrence le secrétariat de mairie, puisse avoir la réponse de ce que je peux faire ou ne pas faire en 5 secondes. Vous imaginez, entre aller chercher des archives, trouver la bonne archive, est-ce que vraiment on a le droit de faire ça? Je vais demander l'avis à une autre secrétaire, et puis je vais aller un petit peu sur des forums sur Internet, mais je ne suis pas totalement sûr de ce que je fais, et puis je n'apporte pas une bonne réponse à la famille dans un moment de deuil. Et nous, où on apporte une réponse en 5 secondes. Très clairement, la demande de la collectivité au départ, ce n'était pas du tout ça. Et c'est là où je trouve que notre expérience est très intéressante, c'est qu'avoir une idée et la garder pour soi, ça n'a jamais été super productif. Si ce maire-là, en l'occurrence un maire de la Marne, avait gardé son besoin pour lui, aujourd'hui, Logiplace n'aurait pas créé 11 emplois. Donc c'est vraiment un gagnant-gagnant. On a dépassé
très largement sa demande. On n'avait pas de cadre juridique à l'époque. On a fait ça vraiment au petit bonheur la chance. Il nous a fait confiance, on lui a fait confiance. Il nous a payé avant qu'il ait la solution. Nous, on s'est engagé à lui faire une solution qui dépassait grandement ses besoins. Et très clairement, je vous déconseille de fonctionner comme ça. Comme l'a dit Alizé tout à l'heure, avoir un cadre juridique, et étant juriste moi-même, je ne peux que vous le recommander. Mais des fois, c'est bien aussi de simplement parler. Tiens, j'ai un besoin. Ah bah écoute, moi je peux t'apporter une réponse. Et le projet Logiplay, c'est vraiment né comme ça. Et c'est toute sa particularité. C'est d'avoir écouté le besoin, d'avoir vu au-delà du besoin et de se dire, il y a quand même un peu plus de 36 000 collectivités en France qui éprouvent ce problème de la gestion de cimetières. Donc il y a un marché. Donc le besoin commun est clairement identifié. Je crois que c'est le premier commandement du livre blanc. D'identifier le besoin commun. Et s'il y a des collectivités présentes dans la salle ici, je vous invite à vous interroger, est-ce que j'ai des besoins particuliers, notamment sur la gestion de cimetières, et on est là pour y répondre, mais est-ce que j'ai des besoins particuliers qui aujourd'hui ne sont pas satisfaits et qui me permettraient d'améliorer mon service public? Voilà. Merci pour ce beau témoignage et ces beaux conseils. Du coup, je me tourne maintenant vers l'autre start-up présentée aujourd'hui, donc Tesk Innovation. C'est grâce à l'appui du programme Grand Testeur, dont nous fêtons les 2 ans aujourd'hui, et vous êtes une entreprise référencée, du coup, dans le catalogue qui est disponible, qui vous a permis de vous lancer dans un projet d'expérimentation. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors nous, exactement, tout a commencé par une inscription sur le site de Grand Testeur. Alors nous, on a eu de la chance parce que tout s'est déroulé de la manière la meilleure possible. On n'a pas eu vraiment de problème lié à l'expérimentation. Donc point de départ, référencement de la solution sur le site Grand Testeur. Et ensuite, on a été rapidement mis en contact avec l'Eurométropole de Strasbourg, qui avait déjà depuis quelques années une problématique de recharge, notamment sur une flotte de vélos, les Vélop. La problématique de recharge, tout le monde la connaît. Il faut toujours avoir un câble ou sortir la batterie pour la recharger. Donc on est allé directement sur le parking de l'Eurométropole avec Sébastien, et on a été mis en relation avec Pierre-Marie Garnier à l'époque, le service innovation et mobilité, qui nous a fait visiter un local de charge typique où vous imaginez tout un tas de vélos avec autant de câbles que de vélos, et des câbles partout, par terre, qui traînent. C'est vraiment hallucinant de voir ça, et ça met bien en lumière toutes les problématiques qu'il peut y avoir par rapport à ces processus de recharge, surtout sur les flottes de vélos. Suite à ça, l'Eurométropole nous a mis en relation avec Strasbourg Mobilité, qui exploite et qui est le gestionnaire de flotte de Vélop. Et ensuite, on a très vite accroché, en fait, puisqu'eux ont compris très rapidement la solution que l'on offre, les problématiques auxquelles ils font face. On a vite démarré une expérimentation sur 6 mois, qui ne s'est pas faite gracieusement. On a travaillé un petit peu comme une relation client-fournisseur. Une offre a été faite, elle a été acceptée, validée. On a donc fabriqué les systèmes qui ont été livrés, facturés. L'expérimentation maintenant a un peu plus d'1 an, et on a des retours qui sont vraiment très positifs, puisque toutes les personnes qui ont essayé le système ne veulent absolument pas retourner en arrière, rebrancher des câbles, enlever la batterie, l'emmener avec eux au bureau pour pouvoir la recharger. Donc ça a été vraiment une expérimentation facile, entre guillemets, pour nous, puisque les planètes étaient vraiment bien alignées au bon moment. Et j'espère que tout le monde pourra expérimenter sa solution dans le même cadre et le même état d'esprit. Donc voilà, tout s'est très bien passé et ça a été vraiment très très facile. Merci à vous pour ce témoignage. Du coup, je me tourne maintenant vers la région Grand Est. Donc, c'est un partenariat qui existe entre la région Grand Est et la Fondation Solar Impulse, qui a permis l'émergence d'un projet donc, avec l'entreprise Logico. Donc, vous pouvez tout d'abord en premier lieu nous décrire ce partenariat et après comment s'est passée la prise de contact?
je ne suis pas forcément la personne la plus à même de vous y répondre, puisque ma collègue Carole Combe, qui pilote ce partenariat, est dans la salle aujourd'hui. Mais c'est vrai que le déclenchement, il est issu de rencontres entre le président Rotner et Bertrand Piccard. Et ça s'est soldé au fur et à mesure par un accord de partenariat sur 3 ans. Et cet accord de partenariat nous a ouvert les portes d'un certain nombre de choses, notamment toutes les solutions qui sont présentées par la Fondation Solar Impulse, qui s'appuie sur un panel d'experts à l'échelle mondiale de plus de 400 personnes, donc qui évalue des solutions qui sont proposées par des startups, par des gens qui veulent expérimenter. C'est cette logique-là. Et donc, la logique avec la Fondation Solar Impulse et avec nos collègues, c'est d'avoir impulsé la dynamique autour de différents axes, différents thèmes, et notamment celui de la mobilité. Mobilité décarbonée, mobilité verte, etc. etc. Et donc, à ce titre-là, je me suis emparé du sujet avec mes collègues. Et dans le panel de solutions qui a été présenté par la Fondation Solar Impulse, il y avait un certain nombre de solutions qui nous intéressaient, notamment autour de l'hydrogène, sujet d'actualité. Et donc, nous avons un peu tâtonné, puisque nous cherchions, par rapport à notre flotte de véhicules, je disais tout à l'heure, plus de 400 véhicules, donc une centaine de véhicules utilitaires, comment on peut décarboner nos déplacements et comment faire en sorte qu'on puisse tenir compte des évolutions réglementaires, notamment des ZFEM. On est en plein dans une zone à faible émission mobilité sur Reims, il y en a une à Strasbourg, il va y avoir à Mulhouse, Nancy, Metz, etc. Comment fait-on par rapport à nos véhicules utilitaires pour essayer de les faire rentrer dans la NAS et avancer dans ce chemin-là? Et donc, grâce à la Fondation Solar Impulse et grâce aux apporteurs d'affaires, on a pu rencontrer un certain nombre d'entreprises ou de start-up. Le premier essai n'a pas été concluant, on a tergiversé pendant 1 an sur une solution qui n'était pas complètement aboutie. Et puis, au fur et à mesure, nous avons travaillé avec notre start-up qui s'appelle Logico, que vous avez cité, qui a bénéficié dès son lancement et dès sa création de soutien, je dirais, assez conséquent de l'ADEME, qui est un des partenaires aussi, et de la Banque des Territoires. Donc, quand on a ça dans son panel de référence, on se dit, les gars sont sérieux. Si en plus, ils sont labellisés par la Fondation Solar Impulse, c'est encore plus sérieux. Et donc, cette logique-là nous a permis de mettre en avant ce partenariat et de rencontrer directement la société Logico et d'essayer de faire affaire avec eux. Donc, d'implémenter de manière expérimentale, je pense que c'est le lien, collectivité, entreprise, d'expérimenter sur notre flotte de véhicules l'implantation de boîtiers hydrogène. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Du coup, je me tourne maintenant vers Monsieur Portelli. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, l'Eurométropole porte un certain nombre de projets d'expérimentation. Vous pouvez peut-être nous en citer 3 et surtout comment ils ont été détectés. En fait, dans le processus qui mène à l'expérimentation, il y a plusieurs facteurs favorisants, on les évoquera après. Il y a d'abord un cadre politique favorable, ça c'est important, je ne l'ai pas décrit en détail, mais une collectivité comme la nôtre publie beaucoup de textes d'intention, notamment sur les transitions dont les territoires doivent s'emparer aujourd'hui, et que ce cadre-là, j'ai évoqué tout à l'heure notre positionnement de service innovation et recherche dans la collectivité. Le pendant que les services doivent faire lorsqu'il y a une intention politique affirmée, c'est proposer des contextes de mise en œuvre de l'innovation au service des projets du territoire. Et donc, les facteurs favorisants, c'est à la fois un cadre qui est écrit et c'est, je l'ai dit aussi tout à l'heure, la capacité de relation, d'animation, de soutien des écosystèmes de recherche et d'innovation. Et pour une métropole, ce sont des systèmes et écosystèmes de très grande proximité. Donc, il y a dans la salle, il y a dans les documents, il y a autour de la table des entreprises qui ont travaillé, qui travaillent avec nous sur ces sujets. Donc, on a plusieurs formes aussi pour expérimenter sur le territoire. Comme je l'ai dit, c'est une force de conviction qu'on doit avoir auprès des directions et services métiers qui ne sont pas toujours au fait de leur capacité et de leur presque autorisation mentale à utiliser l'innovation pour progresser. On voit qu'il y a des sujets comme le funéraire qui peuvent bénéficier de choses. On a fait une enquête sur la place de la relation avec par exemple, avec l'écosystème de recherche sur le territoire. Et on a découvert avec bonheur qu'il y avait un certain nombre de directions qu'on ne soupçonnait pas. Par exemple, celle des cultes à Strasbourg, qui est très
est un sujet très important pour notre territoire, qui travaille de façon très serrée avec les laboratoires de l'université sur un certain nombre de sujets et qui donc expérimente des choses sans le dire. Voilà. Donc on a ce travail de découverte. Et ensuite, quand on a identifié des acteurs et des besoins, ce qui a été évoqué tout à l'heure, quand on arrive à les mettre en relation, eh bien on lance des expérimentations sous diverses formes. Donc on a une première forme avec un projet qui s'appelle H2OP, qui est un projet qui a émané d'une structure qui a participé à des appels à projets innovants lancés par le territoire, qui a mis en place et qui a développé un système qui permet de collecter des déchets flottants sur les bassins ou sur les cours d'eau. Et donc, on a réussi à soutenir l'émergence du projet et de cette raquette, une sorte de baleine en fait, qui est en bois, qui est en matériaux propres, hein, qui permet de ramasser les déchets. On l'a expérimenté sur le bassin qui se trouve juste à côté du centre administratif de l'Eurométropole. Première forme. Deuxième forme, le projet AQA3P qui est fondé sur une collaboration entre la société Trapapart, qui a été citée également dans le livre Grand Testeur, et le CNRS à Strasbourg pour mettre en place un projet d'expérimentation de capteurs de particules fines sur le réseau routier métropolitain. Donc ce projet, il a une double induction finalement entre l'innovation apportée par une entreprise et le travail de fond qui est mené par un laboratoire de recherche et par l'entremise de l'Eurométropole. Ce projet est même aujourd'hui soutenu dans Territoire de santé de demain, qui est un projet territoire d'innovation, donc appel à projet innovant dont le territoire est labellisé. Et puis on a travaillé aussi très fortement, alors cette fois-ci sous la forme d'un achat innovant avec la société Urban Radar, qui est aussi présente ici. Finalement, c'est bien Grand Testeur parce ça permet de rencontrer beaucoup des entreprises avec lesquelles on travaille ou on souhaite travailler. Donc avec Urban Radar, on a plusieurs projets, mais on a quand même réalisé un projet d'achat innovant justement pour travailler sur la logistique urbaine durable et sur la mise en place d'un observatoire de la logistique urbaine et qui se fonde sur les technologies d'usage des données et d'analyse des données et finalement de prospective que l'on peut faire grâce à ça avec Urban Radar. Donc c'est une autre forme d'achat qui nous a permis de convaincre un certain nombre de services dans la maison, notamment les gens de l'achat public et les gens des services juridiques, que l'on pouvait faire des choses ensemble, modéliser, passer à un modèle, comme l'a dit Alizé tout à l'heure, qui puisse être réplicable, donc un processus qui puisse être installé. Donc on a eu l'impression finalement de défricher quelque chose que tout le monde attendait, mais on a réussi à le signer, à le mettre en œuvre. Là, on arrive au bout de cette expérimentation. On va pouvoir maintenant diffuser des résultats et des méthodes. Très bien. Écoutez, merci pour la description de ces 3 projets. Et du coup, merci pour ces conseils et ces bonnes pratiques sur un peu des projets très, très différents, que ce soit au sein des entreprises ou au sein des collectivités. Du coup, en plus passer sur la partie un peu bonne pratique, encore une fois, mais plutôt conseil aux entreprises et aux collectivités. Donc tout d'abord, la région Grand Est. Quel conseil vous donnerez aujourd'hui aux entreprises et aux collectivités ? Alors, on va essayer de donner quelques pistes. L'idée, c'est de partir déjà d'une volonté forte. Donc chez nous, c'est une volonté politique forte. Et puis, c'est la rencontre de 2 personnes, ça a super bien matché. La preuve, au bout de 3 ans, on a renouvelé le partenariat avec la Fondation Solar Impulse, donc il y a une vraie volonté politique. Après, il y a un cadre de référence, il y a une convention avec la Fondation Solar Impulse, et puis surtout, on a la chance d'avoir une tête de projet, donc ma collègue qui est là, qui organise et qui fédère ce partenariat dans l'architecture en amont, et puis thématique par thématique, notamment sur le côté mobilité, nous avons identifié des chefs de projet, alors plusieurs, donc on a la chance d'être nombreux, donc on peut se partager les choses. Et puis, quand on a un chef de projet identifié, l'idée, c'est qu'il puisse aller jusqu'au bout de l'expérimentation avec l'entreprise qui a été identifiée. En gros, dans le sujet sur les boîtiers à hydrogène implantés sur nos véhicules de service, moi j'ai géré directement avec l'entreprise Logico à travers une lettre de commande, à travers des échanges sur un contenu administratif, sur un calendrier, sur des protocoles techniques et d'expérimentation, sur des campagnes de mesure puisqu'on implante des boîtiers sur des véhicules, vérifier que réglementairement on est OK et avoir des campagnes de mesure très régulières pour avoir un certain reporting. On l'a cité tout à l'heure et Alizé l'a bien dit. En termes d'indicateurs,
le but du jeu, c'est pas tant moi de tester la solution. La solution, elle a été éprouvée par d'autres. L'idée, c'est que je puisse démontrer qu'à travers cette implantation de boîtiers en amont de la combustion sur des véhicules, on a réduit de 15% la consommation, on a des particules qui sont baissées de 50% et on a une décalamination du moteur de 15 à 25%, donc une durée de vie beaucoup plus longue. Donc on est vertueux. Mais encore faut-il que les mesures soient fiables, qu'elles soient analysées et qu'elles puissent être partagées. Aujourd'hui, on est au milieu du gué. C'est-à-dire qu'on a commencé le 17 avril dernier, on a implanté 4 véhicules et on en est à la 3e campagne de mesures. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pas mal de partenaires, alors, ou des collectivités publiques ou des entreprises privées, attendent un certain nombre de résultats pour dire, tiens, je vais peut-être tenter d'implanter le boîtier hydrogène sur mes véhicules. L'avantage de ce boîtier hydrogène, et ça peut concerner pas mal de gens, c'est que ce boîtier-là ne coûte pas très cher, il est facile à implanter, dans une demi-journée, c'est fait. Donc le but du jeu, c'est qu'après, on puisse faire des émules. Et l'envie qu'il y a autour de la société Logico et de la collectivité, c'est que notre travail à nous, c'est bien de faire connaître, c'est bien d'échanger, c'est bien d'amener sur le territoire de la plus-value. Et cette plus-value, elle sera complètement concrétisée chez nous à partir du moment où ce bureau d'études techniques, qui est Logico, va nouer des partenariats en Grand Est avec des entreprises de mécanique et autres pour pouvoir produire en Grand Est ces boîtiers. Donc ça, c'est la prochaine étape et j'espère qu'on croise les doigts pour qu'en 2023, ça se concrétise. Très bien, merci. Du coup, je me tourne maintenant vers les entreprises. Au vu de votre expérience, que feriez-vous différemment aujourd'hui et surtout, quels conseils donneriez-vous aux entreprises présentes ce matin ? Alors, faire différemment, comme je l'ai dit en introduction tout à l'heure, c'est à minima contractualiser sur au moins une lettre de cadrage qui peut être, sans rentrer dans le cadre de la commande publique, etc., qui peut être très dissuasif et pour les entreprises et pour les collectivités. Moi, je m'adresse à des villages. Donc là, la notion de commande publique, on n'est pas sur l'Eurométropole de Strasbourg. C'est clairement avoir exprimé les attentes et les besoins de chacun aussi. C'est quand même très très important que la collectivité ait conscience qu'elle s'adresse à une entreprise, et qui dit entreprise dit notion de profit, et que les entreprises qui acceptent de participer ou qui proposent une solution à tester, à expérimenter, acceptent aussi des modifications potentielles, des améliorations. Et donc, et c'est le juriste qui parle, avoir peut-être une lettre de cadrage assez souple, ou en tout cas qui peut être amendée, qui peut être remodifiée par la suite, parce qu'on se rend compte dans le cadre d'une expérimentation qu'on a un besoin qui est exprimé au départ, mais qui finalement évolue au cours du temps. Donc il ne faut pas avoir peur de faire évoluer ce cadre-là, toujours dans l'idée d'être gagnant-gagnant. Il faut que la collectivité y trouve son compte, et il faut que l'entreprise y trouve son compte. Ce que je dirais aussi, et là c'est le chef d'entreprise qui parle cette fois-ci, c'est un message aux collectivités: arrêtez de chercher à l'autre bout de la France ce qui existe et qui est produit dans le Grand Est. On a un écosystème qui est juste génial, des entreprises qui sont innovantes, des entreprises qui peuvent ne pas paraître innovantes au départ, mais qui peuvent répondre à un besoin bien particulier. Si on fait dans le Grand Est, et c'est un cocorico au Grand Est en général, si on fait dans le Grand Est, on produit de la richesse pour notre région, et donc c'est un cercle vertueux, parce que l'argent que les entreprises touchent, forcément elles le reversent à certains moments dans l'imposition, dans le cadre des collectivités. Donc c'est un cercle vertueux. Et donc j'invite vraiment les collectivités à savoir se tourner notamment sur le portail Grand Esteur pour se dire j'ai un besoin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui existe en face de ce besoin-là, et aussi se tourner vers l'équipe, cette fois-ci humaine, de Grand Esteur, qui connaît parfaitement l'écosystème régional, et de parler entre vous aussi, de dire tiens, j'ai eu un besoin, toi tu as eu ton besoin qui a été répondu, est-ce que tu peux m'aider ? C'est très important. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage sur le programme Grand Esteur. Du coup, du côté de Tesk Innovation, quel conseil donneriez-vous ? Alors nous, on a eu de la chance, encore une fois, tout s'est très bien passé. Donc si on devait le refaire, on le referait
exactement de la même manière. Maintenant, ce qu'on pourrait dire, c'est en termes de maturité produit, il faut faire attention. Des fois, on a tendance à se dire, tiens, on a un prototype là qui pourrait peut-être marcher, qui va peut-être fonctionner. Et souvent, on se rend compte que ça ne marche pas. Et on se retrouve avec deux parties qui sont un petit peu déçues. Et c'est pas du tout le but. Donc s'assurer à ce qu'à minima le produit soit fonctionnel, qu'on puisse vraiment l'intégrer dans l'environnement dans lequel il va être testé et évolué. Bien identifier aussi le bon partenaire. Ça va aussi être déterminant pour la suite. Et aussi un cadrage assez pertinent avec la mesure d'indicateurs, un protocole d'évaluation qui va être rédigé bien en amont, pas trop figé encore une fois, hein, puisqu'on est dans une expérimentation. Il ne faut pas que les deux parties se sentent un petit peu verrouillées dans quelque chose qui n'est pas confortable. Voilà, ce sera à peu près tout. Merci, c'est déjà bien. Merci beaucoup. Du coup, je me tourne pour finir donc vers l'Eurométropole de Strasbourg. Donc, vous avez montré 3 exemples parmi tant d'autres de projets d'expérimentation que vous portez. Du coup, tout d'abord, quel conseil donneriez-vous aux entreprises et après surtout aux collectivités pour se lancer dans des logiques d'expérimentation? À ma modeste mesure, je pense que aux entreprises de bien prendre la peine de lire les organigrammes des collectivités parce qu'ils sont tous différents et que l'identification de plusieurs bons interlocuteurs au sein de la collectivité, c'est important. Donc trouver un bon point d'entrée et essayer de comprendre comment cet écosystème fonctionne. On est à peu près 8000 à travailler à l'Eurométropole de Strasbourg. J'ai des collègues dans la salle avec qui on a l'habitude de travailler. Donc il y a des liens internes qui existent et de rebond en rebond, vous allez pouvoir compter sur un certain nombre de personnes très motivées pour faire de l'expérimentation et de l'innovation et qui ne se voient pas forcément au premier regard. Donc ça c'est extrêmement important. Et de ne pas être seul parce que c'est important aussi d'être membre d'un certain nombre de réseaux. J'ai cité des acteurs de l'innovation et de la recherche tout à l'heure. Essayer de trouver une communauté ou plusieurs communautés au cours de laquelle au sein de laquelle on va pouvoir découvrir un peu mieux l'écosystème si on le connaît mal, surtout quand on est en période de forte croissance au début d'une activité. Du côté des collectivités, il y a un gros travail d'acculturation aussi à faire, hein, donc c'est important que les entreprises ne puissent concevoir de l'extérieur qu'on n'est pas non plus au point, plus que sur les solutions dans notre organisation pour décloisonner et pour mettre en place des conditions favorables. Ce que je constate, moi, c'est que j'ai de plus en plus, mon service fait beaucoup d'acculturation là où on peut, dans la collectivité, là où il y a des oreilles attentives, mais de plus en plus, on constate qu'on peut compter sur un réseau de gens innovants, et ça, c'est très important. Et donc, mettre en relation, dans une relation de partenariat plutôt que de clients fournisseurs, les entreprises et la collectivité en termes d'activité d'expérimentation, c'est extrêmement important de vraiment changer les mentalités. Au-delà des processus, on est main dans la main. C'est-à-dire qu'on peut accompagner, on l'a fait avec Urban Radar, hein, on a aidé à co-développer finalement une solution qui n'est pas encore aboutie et qui va trouver sa maturité sur le marché. Puis je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, en cherchant au plus près ce qui existe déjà, ce qui n'est pas simple, parce qu'on constate aussi que ce n'est pas toujours facile d'intégrer des entreprises et des solutions, même de proximité dans nos collectivités. Et puis pour les collectivités, peut-être une dernière chose, il y a aussi des réseaux de collectivités. Il ne faut pas oublier les problématiques que l'on a à résoudre, notamment dans les transitions urgentes auxquelles on est confronté. Les autres collectivités les ont aussi, ces problématiques, et que donc des réseaux comme France Urbaine ou la VUF pour les villes universitaires de France, ou des réseaux européens comme Circular Cities dans lesquels on est rentré en tant que membre, par exemple. La participation à des EIT, on est dans l'EIT Urban Mobility aujourd'hui, au niveau européen. Ils sont venus nous chercher parce qu'ils avaient vu qu'on était un territoire assez sensible à l'expérimentation. Aujourd'hui, on a pu
pousser des entreprises du territoire, on a pu se confronter à des grandes métropoles comme Amsterdam, par exemple, autour des mobilités pour essayer de trouver des solutions. Et donc nos entreprises locales ont pu pousser des projets avec nous dans un réseau européen. Donc tout ça, il ne faut surtout pas l'occulter, et bien au contraire, à plusieurs, c'est plus facile de résoudre, et on voit bien que ça a du sens de passer du temps et de mettre des moyens sur ces éléments-là, même si c'est difficile, je le dis, de convaincre les élus que c'est de l'investissement pour du long terme et pour aider aux transitions. C'est un message que j'essaye de leur faire passer souvent. Je suis assez direct, je dirais qu'avec ma barbe blanche, je peux dire des choses peut-être plus directement à certains élus en disant il y a un enjeu fort de cette intégration-là et que si vous arrivez à le comprendre et à nous aider à le mettre en place sous forme d'expérimentation, le territoire vous dira merci, les citoyens aussi. C'est important. Bah écoutez, merci pour ce témoignage et ces bonnes pratiques. On va passer une session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Ouais, normalement, il y a un micro qui va arriver. Merci. Bonjour. Alors, Romain Fontaine de Sony Shark. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Et j'ai une question qui va s'adresser plutôt à Monsieur Portelli. Vous avez parlé tout à l'heure des marchés innovants via les achats innovants. Est-ce que du coup l'Eurométropole est prête à partager un petit peu ses retours d'expérience à ce niveau-là? Parce qu'après avoir fait un peu le tour des collectivités maintenant depuis une bonne année, je me rends compte en fait que les collectivités ont parfois peur et parfois souvent en fait ignorent même l'existence de ce processus d'achat. Et je voulais savoir si vous avez déjà peut-être vous partagé ces informations-là et si oui, par quel biais est-ce qu'on peut éventuellement rediriger les collectivités vers vous? Bien sûr, oui, on accepte de partager parce que le chemin était compliqué. On a mis presque un an à convaincre nos services qu'il fallait signer cet achat innovant, que le risque était finalement faible par rapport à l'attente d'un résultat. Alors, on a déjà parlé de cette expérience dans le réseau France Urbaine, par exemple, mais bien évidemment, on est prêt à partager notre expérience et puis finalement le processus qu'on a réussi à mettre en place avec aujourd'hui un service juridique et un service des marchés qui sont eux-mêmes ouverts à faire d'autres achats innovants. Donc ça, c'est plutôt pédagogiquement, c'est intéressant et il faut qu'on explique ce processus qui a été compliqué pour que chacun trouve les clés pour débloquer ça. Mais à l'arrivée, tout le monde est rassuré. D'accord, merci. Donc l'idée, ce serait de les rediriger vers votre service juridique à vous. Ok. Oui. Merci. On prend contact et puis je vous expliquerai. Merci. Si je peux compléter, c'est vrai que sur les logiques d'achat innovants, c'est aussi dans l'autre sens. C'est à nous, quand nous avons identifié, à la fois sur une thématique de travail, mon domaine c'est les mobilités, quand on a identifié une niche ou un projet et quand il y a une volonté d'aller jusqu'au bout, c'est à nous d'aller voir nos collègues de l'achat public pour leur dire, écoutez, là il y a soit une lettre de commande, soit un marché public, soit des achats innovants à moins de 100 000 euros, etc. On peut le faire. Donc voilà, la balle est vraiment dans les deux camps. C'est aussi à nous de convaincre en interne, M. Portelli pourra dire, c'est bien ça. Donc c'est un chemin de conviction. N'ayez pas peur, aujourd'hui le législateur a fait en sorte que dans les marchés publics, on puisse aller de l'avant. Et donc, ces logiques d'achat innovants nous permettent d'expérimenter et d'aller un peu plus loin dans la relation entreprise privée, collectivité publique, expérimentation. Oui, c'est surtout on a conduit un SPACER aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un document sur l'achat responsable dans la collectivité qui a valeur d'exemple, parce que je vois bien qu'il est partagé au niveau national. Donc le fait d'y avoir inclus aussi la question de l'achat innovant, c'est très intéressant parce que ça fait tomber des craintes qui sont légitimes, il faut bien comprendre. Les juristes sont là pour nous rappeler les règles et les empêchements éventuels. Et ensuite, c'est un travail de conviction partagée pour arriver à un consensus qui fait qu'on va y aller. On va rentrer en partenariat avec une entreprise et puis on va
on va mettre tout en œuvre pour réussir, parce que j'ai aussi bien entendu que l'échec c'est terrible hein, dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça peut aussi empêcher de faire d'autres achats innovants. Donc il faut vraiment se donner les moyens de parvenir à quelque chose de réussi, même si c'est pas forcément aussi ambitieux que ce qu'on souhaiterait, mais réussir c'est important pour passer à la suite. Merci. D'autres questions ? Merci. Bonjour, Léopold Kayser de la société Intrax. Est-ce que dans les collaborations que vous avez évoquées, vous avez rencontré des blocages logistiques, économiques, puisque la région est assez vaste en termes de superficie, et y a-t-il un risque que alors un risque, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais que les collaborations se fassent par poche, autour de Reims, autour de Strasbourg, autour d'autres grandes villes? Et voilà, si vous avez rencontré ces blocages, est-ce qu'aujourd'hui le programme a réfléchi à des solutions justement pour aller au-delà de nos limites géographiques? Merci. Alors, de par ma petite expérience avec la start-up Logico, l'ambition par rapport à la région Grand Est, c'est bien l'essaimage. C'est bien de faire des joint ventures avec des entreprises locales, le savoir-faire dans la métallurgie haute pour fabriquer les boîtiers ici, en Grand Est, et pour aller fabriquer à plusieurs endroits. Voilà, c'est le but du jeu, c'est bien ça. On amène la solution. Malheureusement, elle est faite en région de Nouvelle-Aquitaine, mais c'est pas grave. On n'est pas sectaire. Donc l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur la volonté politique et sur un programme qui est relativement encadré, avec la Fondation Solar Impulse et un programme scientifique derrière. Et l'expérimentation démontre que aujourd'hui, le sérieux de la collaboration pousse l'entreprise à vouloir s'installer. D'ailleurs, pas plus tard que ces derniers jours, on a fait des réunions de travail avec nos collègues, notamment des fonds européens, et de la compétitivité, etc., pour mettre en réseau avec le pôle véhicule du futur qui est présent aujourd'hui, l'entreprise Logico, pour qu'on puisse avoir des partenariats locaux, mais dans tout le Grand Est. Voilà. L'idée, c'est de capitaliser, comme disait mon collègue, capitaliser au plus proche, entre guillemets, avec les savoir-faire. Voilà, et bien on peut s'appuyer sur nos têtes de réseau aussi. Peut-être pour ajouter quand même que je parlais de complémentarité des acteurs aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une métropole, elle a sa zone d'influence évidemment qui est localisée, mais elle est en relation, quand on est en relation Grand Innov, Grand Testeur, avec Quest for Change pour l'incubation, etc., on voit bien qu'on cherche toujours à tisser des liens, chacun avec ses compétences. La métropole a moins d'argent que la région à investir dans la recherche et l'innovation, mais elle a une qualité, c'est la proximité avec ses acteurs. Et ça, elle l'amène dans le panier de la négociation, je dirais. De l'autre côté, la région nous amène des capacités de réponse que on ne peut pas repérer à l'échelle où on est forcément. Et donc, d'où ce travail de corrélation très important qu'on doit faire. Et puis, je suis assez d'accord, il faut défendre notre région dans ses capacités d'innovation qui sont extrêmement fortes. Et chacun avec ses marqueurs. Strasbourg, on a des marqueurs qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux de Nancy ou de Charleville-Mézières. Peu importe, ce qu'on fait en santé, ça doit bénéficier à tout le monde, et ce que fait Reims ou Nancy sur d'autres sujets doit pouvoir nous bénéficier aussi. L'enjeu, c'est de trouver les zones de dialogue et de ne pas les chercher non plus. J'ai parlé de l'européen et du national, mais en local, les instances de dialogue sont extrêmement importantes. Et chacun doit prendre sa part dans l'organisation de ce dialogue. Donc nous, on fait un copie l'innovation, comité de pilotage local, où on invite toutes les structures qu'on finance, même avec peu d'argent parfois, autour de la table pour que chacun puisse dire ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a fait dans l'année passée, et qu'on puisse repartir avec une culture croisée et que chacun ait le sentiment qu'on participe à un effort collectif. C'est important vraiment de bien prendre conscience de ça. Sinon, le défaut, c'est de rester chez soi, de chercher des solutions là, au petit bonheur, la chance, on va les trouver, et donc de rester dans cette idée qu'il n'y a pas d'expérimentation possible, puisqu'on va soit directement sur de l'achat, soit on reste dans des métiers très, très précis, où on ne va pas chercher l'innovation, parce qu'on considère que c'est la 5e roue du carrosse. Donc, je parlais de cette culture, c'est vraiment une culture du partage, et on doit l'avoir à tous les échelles. Philippe, si je peux rajouter, je pense que c'est aussi de la responsabilité des entreprises de ne pas prendre l'expérimentation que pour argent comptant et de se dire on va faire une expérimentation avec Reims, avec Strasbourg, et puis se dire comment je vais conquérir le marché.
Je pense que la conquête du marché, c'est la base en fait de toute création d'entreprise. L'expérimentation vient tester en fait une mise sur le marché en conditions réelles, comme le disait Alizé tout à l'heure, mais il ne faut pas se focaliser que sur cette expérimentation-là. Si je prends l'exemple de Logiplace, on a eu cette collectivité qui nous a fait part de son besoin, mais en parallèle de ça, je suis allé voir d'autres collectivités pour recueillir d'autres besoins, pour co-construire avec d'autres collectivités et faire une première pré-commercialisation avant la création de l'entreprise. Donc cette notion-là, et si la pré-commercialisation avait été mauvaise, par exemple, on aurait fait ce qu'on devait faire et on se serait arrêté là. Donc ne pas compter que sur les collectivités pour faire la pub en fait de nos entreprises, mais aussi toute entreprise, c'est une réalité de marché, et donc aller à la rencontre de ce marché-là en perpétuel mouvement, en fait, de ne pas compter que sur les collectivités avec qui on expérimente, mais toujours d'aller chercher, et même, pourquoi pas, faire des groupements de terrains d'expérimentation, donc expérimenter avec Strasbourg, avec Troyes, avec Chaumont, qui vont avoir des cas d'usage différents et qui peuvent permettre justement d'améliorer la solution au final. Là-dessus, c'est vrai que la définition même d'une collectivité territoriale, c'est aussi de faciliter. Voilà, c'est le fait de faire rencontrer aussi et de faire matcher des solutions et des besoins de territoire, c'est bien ça aussi l'apport du service public. Donc ça, il ne faut pas le perdre de vue. Et donc, quand on a parlé tout à l'heure d'achat innovant, c'est bien dans cette logique-là, de pouvoir faire matcher, de pouvoir aussi être dans une dynamique de synergie, de faire rencontrer les bonnes personnes et sur les bonnes thématiques. Voilà. Très bien, merci. D'autres questions ? Bonjour à toutes et à tous. Arnaud Denis, Maïté Ferdinand, on représente la solution Indivisible qui permet de faciliter le passage en file d'attente pour les personnes à mobilité réduite. Et moi, j'ai une question à vous poser. Vous représentez donc des collectivités qui vont nous aider à tester nos innovations. Est-ce que dans vos budgets, on pourrait imaginer, ou est-ce que vous avez déjà été confronté à la situation suivante, c'est-à-dire finalement vos budgets vont aider aussi des entreprises privées sous forme de subventions pour qu'on puisse également tester nos solutions? C'est pas trop mon domaine, le côté de la solidarité, c'est plutôt celui des départements, mais l'idée, dans la boîte à outils de la région, il y a un certain nombre de choses qui s'appellent les appels à manifestation d'intérêt. Donc quand les élus ont envie de faire des choses innovantes, ils s'emparent de sujets de manière légale et ils essayent de mettre en place les outils pour y répondre. Quand on a des appels à manifestation d'intérêt qui sont lancés sur des thématiques annuellement, c'est bien pour que la machine puisse tourner. Et quel que soit le domaine, quelle que soit la solution, entre guillemets, la mise à niveau du territoire sur tel domaine, là, c'est sur des solutions. L'idée, c'est de pouvoir faire grandir, dans quel que soit le domaine, le territoire. Et donc, à travers des appels à manifestation d'intérêt, à travers des politiques publiques dédiées, à travers, je ne sais pas, des achats innovants ou autres, on peut très bien toujours trouver des solutions pour que la collectivité puisse rencontrer des solutions et inversement. Et je rajoute qu'au niveau d'une métropole, l'aide directe aux entreprises est interdite, sauf si on parvient à discuter avec la région de dispositifs permettant de déléguer des moyens financiers ouvertement et parfaitement légalement aux entreprises en direct. Donc l'achat innovant est une procédure permettant de faire ça. Les appels à projets qui sont négociés dans le cadre des contrats territoriaux entre la métropole et la région sont des cadres. Aujourd'hui, on a plusieurs appels. Tango Escan est assez connu aujourd'hui pour faire émerger beaucoup d'innovations. Il y a quelques lauréats dans la salle. Je pense à Green Phoenix qui est là et qui poursuit un joli parcours sur notre territoire et au-delà. Ce sont des capacités de financement. Je l'ai dit, on n'a pas forcément des moyens extrêmement élevé pour financer l'innovation, mais en jouant avec les acteurs, en jouant avec les dispositifs, on est très inventif aussi, hein, on est assez malins les uns les autres pour s'accorder pour que la chose puisse se faire. Voilà. Et donc, je voulais dire aussi sur le plan financier, une chose à laquelle on pense pas souvent dans les collectivités, c'est quand il y a une masse
très importante de moyens financiers qui est mise, par exemple, dans la rénovation urbaine d'un quartier, qui va se faire sur 10 ans, sur 15 ans, voire sur 20 ans. Vous avez des centaines de millions qui débarquent comme ça sur un quartier pour tout réformer. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui va aiguillonner pour dire n'oubliez pas de faire de l'expérimentation innovante sur un territoire en transformation, vous ne pourrez pas capter une partie de cette manne qui est extrêmement importante et qui est tout à fait plausible, je dirais, pour financer de l'expérimentation en temps réel qui va toucher divers types d'innovations, qu'elles soient sociales, urbanistiques, technologiques et d'usage. Donc on n'y pense pas, c'est parce que quand on est dans des services innovation, par exemple, on a énormément de mal, nous, en interne, à se connecter à ces projets-là. Et il faut être aussi très inventif pour trouver des points d'entrée internes qui disent finalement aux porteurs de ces projets de rénovation urbaine lourde, notamment la direction de l'urbanisme, n'oubliez pas l'innovation et les acteurs locaux, faisons un travail. Donc on l'a fait sur certains quartiers à Strasbourg, ça commence à prendre. Donc aujourd'hui, par exemple, on a pu répondre à un PIA conjointement sur un quartier qui s'appelle Citadelle, qui est un vrai quartier qui se veut maintenant un quartier bas carbone. Donc là, on a presque plus d'expérimentation potentielle que prévu par rapport au plan initial de rénovation du quartier. Donc c'est important parce qu'il ne faut pas déconnecter l'argent dédié à l'innovation du reste des moyens financiers qui circulent dans une collectivité qui peuvent être importants. Et puis il ne faut pas avoir peur aussi par rapport, mon collègue disait, bien lire les organigrammes, vous parlez de solutions appropriées, etc. Bien lire les organigrammes, notre boulot c'est le service public, c'est d'être au service de tout le monde, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il faut trouver la bonne porte d'entrée, et la porte d'entrée peut vous amener très loin. Vous avez parlé de financement ou autre. C'est vrai que c'est la jungle aujourd'hui entre des appels à manifestation d'intérêt, des financements de l'État, du département, de la collectivité, la région, etc. Il y a aussi des financements européens qui sont là pour soutenir l'innovation. Donc si vous trouvez la bonne porte d'entrée dans la collectivité par rapport à votre projet, si vous arrivez à bien l'expliquer, je pense qu'il y a des facilités pour ouvrir un certain nombre de portes et pour monter des projets après beaucoup plus conséquents au-delà de l'expérimentation. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Écoutez, tout d'abord, merci à tous. Donc, pour conclure très rapidement par rapport aux conseils et bonnes pratiques que vous avez donnés, pour les entreprises présentes, se tourner vers un écosystème local. Donc, se tourner par exemple vers le programme Grand Testeur. Si vous avez une solution à destination des collectivités, vous êtes les bienvenus dans ce catalogue. Bien sûr, comme vous l'avez redit il y a quelques instants, bien lire les organigrammes des collectivités, donc bien cibler les services métiers. Et puis surtout, n'hésitez pas à s'appuyer sur le programme Grand Testeur. Comme dit, moi je suis le référent entreprise, donc n'hésitez pas à me solliciter. Du côté collectivité, effectivement, apprendre à se lancer, s'appuyer aussi sur les 2 ans de pratique du programme Grand Testeur aussi, puisqu'il y a mon collègue Guillaume Cazé qui est référent collectivité de ce côté-là, qui pourra bien vous aider. Et puis surtout, chercher des solutions locales, comme le disait Loïc. Il ne faut pas trop chercher trop loin. Il y en a 75 ici, donc n'hésitez pas. Après, effectivement, on fait pas mal aussi d'événements de sensibilisation, que ce soit à travers le catalogue, que ce soit à travers également le site Grand Testeur, que ce soit aussi à travers, par exemple, des événements qu'on a, par exemple des pitchs à la source, où effectivement, on présente des solutions sur des thématiques données. Donc, c'est des pitchs de 5 minutes. Donc, voilà, c'est tout à fait pertinent pour les collectivités. Voilà, écoutez, merci à tous et puis bonne continuation.